Oui, on s'intéresse à l'actualité évidemment dans les GG, mesdames et messieurs. On parle diplomatie ce matin avec Kabele Souma, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis donc à l'étranger. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans notre émission, les GG. On en vient à cet autre dossier, Mohamed Mara, trafic d'enfants. Une colonelle, vous le dites, hein, de la douane dans une sale affaire, Mohamed Mara. Que se passe-t-il? Pardon, ok. Non, mais c'est pas à moi qu'il fallait poser la question de cette manière. Tamba est tout près de toi. Alors, c'est... Lamine, le sujet, il est difficile quand même. Ouais. Il est difficile et quand j'ai appris les premiers éléments de ce sujet et que j'ai commencé à creuser, je me suis moi-même senti un peu en insécurité. Je me suis posé une question toute bête. Mais qui, finalement, peut être à l'abri de ce type de criminalité? Vous imaginez, vous avez des gens à Conakry capables d'organiser des cérémonies de baptême. On convie la fratrie, on convie toute la famille, les amis, nous-mêmes parfois même sur Facebook. On vous invite à un baptême. Vous partez, vous chantez, vous dansez, vous répartissez beaucoup de choses. D'ailleurs, si c'est chez mes oncles de Pita là-bas, il y aura beaucoup de lakir kosan. Tu vois, beaucoup, on va amener beaucoup de pagne. Et puis la mine patatras, vous découvrez que l'enfant, comme le disent les malinqués, dont on a rasé la tête, n'est pas l'enfant du couple. Et que la mère, ou celle qui en tout cas est présentée comme la maman de l'enfant, n'a jamais contracté une grossesse. Ces cas-là se multiplient. Vous savez, les disparitions de bébés dans les hôpitaux, tout le temps, on apprend cela. Et aussi, ce sujet, quand on va l'expliquer, je sais qu'il y a des mères qui vont avoir des doutes, parce que, qui vont avoir mal dans leur chair. On dit à une nouvelle accouchée, malheureusement, votre bébé n'a pas survécu, l'enfant est décédé. On vous dit ça. Et vous le savez, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On ne demande plus l'enfant. L'enfant disparaît parce qu'on a dit que l'enfant est décédé. Mais tenez-vous bien, vous avez des gens en Guinée, en fait, qui organisent ça. L'enfant n'est pas décédé. On annonce aux parents que l'enfant est décédé. L'enfant n'est pas décédé. Cet enfant-là est revendu à des couples ici. Alors, dans le cas présent, c'est une jeune dame qui a accouché la semaine dernière, vendredi plus précisément, dans le quartier ici, à Yimbaya, pas dans un hôpital cette fois-ci. Parce que quand la sage-femme a été interrogée, elle a dit que lorsqu'elle a été appelée, cette fois-ci, parce qu'elle suivait un peu la femme, mais vers l'accouchement, quand elle a été appelée, elle a dit que le bébé s'était déjà présenté. Donc, il aurait été tard de l'amener à l'hôpital. Ce qui fait qu'elle dit qu'elle a réceptionné l'enfant à la maison et elle dit qu'elle a sectionné, comme dans son langage, le cordon ombilical. Le père, chauffeur de Sénéta, Abdoulaye Savané, chauffeur. Hein? Le père est Keita. Le père, Keita. Oui, le père. D'accord. Ah non, non, Abdoulaye Savané, plutôt le mari de la receleuse. De la receleuse, excuse-moi. Donc, le père, Keita, est chauffeur. Et on apprend d'ailleurs qu'il serait chauffeur de quelqu'un qui serait proche du président, Doumbouya, un membre de sa famille. Et comme on le dit dans le quartier Tanti, pendant, je crois qu'il était chauffeur de taxi, il s'était lié d'amitié avec une dame pour laquelle il faisait pas mal de courses à l'époque. Et donc, il est resté pour lui comme une sorte de protectrice. Et cette dame, qui est colonel donc de la douane, colonel à la retraite de la douane, on dit 65 ans, il faut vérifier. Il faut vérifier ça. Et s'appellerait Foulematou Kaba. D'habitude, on ne donne pas les noms. Mais il y a eu tellement de pression dans ce dossier qu'il faut quand même donner une chance aux enquêteurs de pousser plus loin. Parce que l'affaire, on a voulu l'étouffer dès samedi. Alors, il s'est donc confié à cette tante-là, lui disant, ma femme attend un enfant. Elle dit, non, je vais m'occuper d'elle. Et donc, de temps en temps, quand il y a des visites de la dame, elle lui donnait de l'argent pour qu'il s'occupe de sa femme. Et
Parfois même, c'est elle qui l'envoyait à l'hôpital. Parfois, mais voilà. Sauf que lui, apparemment, ne savait pas ce qui se tramait. La dame s'était vraiment intéressée à cette grossesse. Il veut l'aider. Le jeune, il a accepté l'aide. Et puis, le jour donc de l'accouchement, comme on le dit, la sage-femme est approchée donc par cette colonel à la retraite de la douane qui lui dit: cette fille est chez moi. Elle est chez moi avec son mari. Et là, donc elle porte une grossesse, elle va accoucher. Mais ce que je veux, c'est qu'après l'accouchement, c'est que tu leur annonces que l'enfant ne vit plus. Mais que tu récupères l'enfant pour moi, parce que ma fille risque de perdre son mariage. Ma fille risque de perdre son mariage parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a qu'un seul enfant et donc son mariage est en péril. Alors, d'après la sage-femme, devant les enquêteurs, parce que c'est vraiment de sources policières et tout ça, la sage-femme lui dit: écoutez, je ne veux pas m'impliquer dans cette opération. Ce que je vous conseille plutôt, puisqu'elle est chez vous, comme vous le dites, approchez la dame et approchez son mari. Demandez-leur de vous donner l'enfant. Je pense que ça devrait aller. De fil en aiguille, la femme a accouché et elle dit, la maman donc du bébé, dit qu'elle a entendu son bébé crier. L'enfant est né quand même, vivant et viable, comme on le dit. Mais sauf qu'après, au moment de rentrer à domicile, on vient leur dire que malheureusement l'enfant n'a pas survécu. Alors, imaginez le cœur d'une mère. Elle rentre en sanglots et je crois que Poutine, à l'image de la dame, lorsque on a retrouvé le bébé hier, elle rentre donc chez elle en sanglots, tentant de faire son deuil. C'est à l'hôpital, elle a demandé où est le bébé. La femme lui dit: le bébé est dans la voiture. Maintenant, de là à la maison, c'est ainsi qu'elle est rentrée à 22h, 23h, je crois, pour informer le monsieur Keita que l'enfant est décédé. Donc, que cet enfant est décédé, et sauf que l'enfant n'était pas décédé. Donc, elle est rentrée à la maison de cette manière. Donc, des suspicions quand même sont nées. Des suspicions sont nées. L'affaire arrive aux oreilles des policiers qui décident quand même de fouiner un peu. Alors, la sage-femme, puisque elle était localisée, va être prise rapidement, isolée, et puis mise en confiance en lui disant: écoute, explique-nous toute l'affaire. Elle dit que la douanière lui a remis, donc cette colonel Foulématou Kaba lui aurait remis, on lui a demandé combien vous avez perçu. Elle dit: elle est venue me remettre, au début on n'a pas discuté de prix, mais elle a dit qu'elle me ferait un geste. Et après, que la douanière serait venue lui remettre 3 billets de $100. Pour $300, un enfant est enlevé des mains de sa mère. Alors, ce qui va se passer, c'est que la dame Foulématou Kaba ne garde pas l'enfant, parce que son but, justement, c'est pas pour elle. Elle transfère l'enfant. C'est elle qu'on voit à l'antenne. Justement, dont le visage est flouté. Ça, c'est la colonelle. Ouais. Donc, qui a reçu l'argent. Vous voyez la tête baissée. Ça, c'est à la police. Et à Lambani, le bébé est transféré à une autre femme, cette fois-ci. Wow. Qu'on pourrait appeler la receleuse. Donc, la sage-femme, c'est Massila, donc qui habite du côté de Yimbaya. Oui. Et puis cette receleuse, entre guillemets, Aminata Sissé. Ouais. Alors, le bébé lui est remis. Et donc, de fil en aiguille, on se rend compte que au début, ce qui semblait être une affaire, peut-être, je ne dirais pas banale, certes, très sérieuse, mais une affaire se limitant à un enfant, l'affaire va se compliquer. Oui. Parce que la douanière a été convoquée justement par la police pour l'entendre. Elle est venue toute confiante. Pour elle, l'opération a réussi. Donc, alors, vous verrez, ça c'est la receleuse. Vous remarquerez qu'elle a un autre enfant. Ok. Environ, quand vous voyez l'image d'origine, environ d'1 an ou moins d'1 an. Ouais. Elle a déjà un autre enfant sur les genoux. Et c'est là que la police réalise en fait qu'elle n'a jamais fait d'enfant. Ouais. Donc ce deuxième enfant également qu'elle a en main n'est pas le sien.
et j'ai posé même la question cette fois-ci, ce matin même à mon informateur, mais est-ce que vous avez retrouvé les parents de ce garçon qui est avec elle? Et vous imaginez la difficulté, parce qu'il a déjà grandi, il a pratiquement 1 an. Donc il faut rechercher ça aussi, à moins qu'elle-même ne parle, ça va être très très compliqué dans un pays où on ne dispose pas d'une banque d'ADN. Ouais. C'est très compliqué. Ouais. Donc on se rend compte que la dame a 2 bébés et le baptême était programmé, Lamine, pour quand? Pour le vendredi à venir. Wow. Le baptême de ce nouveau-né devait avoir lieu vendredi à venir. Et donc à l'heure où nous parlons, dans la journée, a priori, sauf si le parquet acceptait que les enquêteurs poursuivent les enquêtes, et à mon avis, il faudrait quand même vraiment pousser dans ce sens-là. Ouais. Laisser les enquêteurs pousser plus loin pour comprendre dans quelles circonstances elle a eu aussi le bébé qu'elle a. Ouais. Parce que maintenant, des femmes, il y a 2 semaines, je suis tombé sur un autre cas comme ça, au ministère de la Sécurité, vous avez dû voir ça même sur certains sites, une petite fille, peut-être de moins de 2 ans, ouais, battue jusqu'à mourir, avec celle qu'on appelle la mère adoptive. Ouais. Elle aussi, elle est à la maison centrale. Donc la question est de savoir, 3 ans. Comment, à 3 ans, comment des femmes peuvent avoir ces enfants d'un tel âge, alors qu'ils ne sont pas adoptés officiellement? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on découvre, si la dame Aminata a déjà un premier enfant qui a environ 1 an, ouais, est-ce qu'il n'y a pas un réseau finalement derrière? Parce que ça lui fait maintenant 2 enfants acquis de manière absolument frauduleuse et criminelle. Ouais. Quel est le rôle? Parce que ce matin, on m'apprend que finalement, la colonelle a décidé hier qu'elle a dit aux enquêteurs qu'elle ne répond plus aux questions. Ce qu'ils ont consigné. Donc, elle a décidé de se murer dans le... Oui, vous ne devenez pas colonel à la douane. Ne devient pas colonel à la douane qui le veut. Sinon, Lamine et moi, sûrement, on serait des colonels à la douane aujourd'hui. Eh bien oui. Voilà. Donc, les enquêtes, elle s'y connaît. Elle a décidé simplement de garder le silence à l'heure où nous parlons. Donc, la question, elle est là maintenant. Et ce qui est bizarre, c'est que la colonelle a aussi un frère qui est un général de l'armée. Qui, d'après les enquêteurs, se serait pointé quand l'affaire est arrivée à l'OPROGEM ce week-end pour demander que la dame soit relaxée. Imaginez, c'était quoi l'argument? Un général en service. Un général en service. Pour dire non, vous savez, c'est la belle-sœur du ministre de la Défense. On en a Sauf que, après enquête, on trouve que c'est pas vrai. Trafic d'influence. Ouais. Heureusement que les policiers n'ont pas cédé, parce que là, ils ont quand même en face un cas absolument grave. Et la question est de savoir, en tout cas la mère, celle qui vient d'accoucher, a reçu son bébé. Poutine a cette image qui choque vraiment, où elle dit en malinqué à quelqu'un au bout du fil, j'ai retrouvé mon bébé. Dans la voiture, j'ai retrouvé mon bébé. Mais ça déchire le cœur. Pour l'autre enfant qu'elle a, Dieu seul sait. Lamine, combien d'enfants sont échangés dans nos hôpitaux? Ouais. Combien d'enfants sont subtilisés aujourd'hui avec la complicité de sages-femmes ou de personnels médicaux? Que Dieu nous préserve. Voilà pourquoi je vous disais qu'au début, moi-même, je me suis senti en insécurité. J'ai dit, mais finalement, qui peut échapper à ça? Ouais. Très bonne question, évidemment. Enquête à suivre dans notre émission. Oui, vous nous suivez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 à Conakry. On vient d'écouter donc ce récit de Mohamed Mara. L'enquête, évidemment, mon cher Tamba, ça va dormir debout. Hein. Je veux simplement... Pas dans un film. Je veux commencer par rappeler que les généraux en service en Guinée, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup ces derniers temps, en tout cas, parce que la plupart ont été envoyés à la retraite. Ouais. Si vous entendez qu'il y a un général impliqué dans une situation, alors le cercle se rétrécit. Je pense que c'est inutile, hein, de rappeler qu'il y a une circonstance aggravante dans tout ça. C'est bien le statut de la dame qui est dans le jeu. C'est quand même une colonelle de la douane. Même si elle est à la retraite, c'est une colonelle de la douane. Elle fait partie de ces services d'État, des services régaliens par ailleurs, qui a gravi les échelons, qui est arrivé colonel à la douane nationale. Lamine, j'attends vraiment de voir ce que va être la suite. Mais quand une colonelle est citée dans une telle affaire, parce que c'est très grave, c'est d'une gravité particulière. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle a pu faire durant toute sa carrière. Je n'ose pas imaginer ça. Franchement, je vais vous dire, hein,
être capable d'aller prendre un enfant à une mère qui l'a porté pendant 9 mois et de lui servir que l'enfant est tout simplement mort. Vous voyez, le bonheur qui est le sien, donc le bonheur de la mère, vous le confisquez. C'est de la confiscation de bonheur. On confisque ça, on le prend pour soi, on se l'approprie sans mérite. Sans mérite. Ouais. C'est ce qui se passe ici. C'est pourquoi je dis, ce qu'elle a pu faire durant toute sa carrière jusqu'à atteindre le grade de colonel, je veux pas imaginer. Je veux pas imaginer. Ouais. La dernière chose que je vais dire, j'espère vraiment que, et ça c'est bien que nos autorités nous entendent. Alors voici ce qui se dit, voici la crainte aujourd'hui. C'est toutes les pressions qu'il y a aujourd'hui pour étouffer l'affaire. Ouais. Les policiers et les enquêteurs s'en inquiètent. Vous qui êtes à la justice, si vous m'écoutez, entendez ça. Entendez ça. Je crois que le ministre Charles Wright nous entend. Je pense que les parquets nous entendent. Ce serait bien qu'ils l'entendent clairement. Aujourd'hui, les enquêteurs ont une crainte. C'est de voir cette dame et ses complices s'en tirer. Présomption d'innocence bien observée. Moi, je le dis donc, c'est important que, pour une fois, on veuille pousser le bouchon plus loin. Et ces cas sur c'est simplement grave. Et je termine avec une chose, Lamine. Dédramatisons la stérilité en Guinée. Dédramatisons la stérilité. Je veux rajouter. Dédramatisons la stérilité. Ouais. C'est facile. Une femme qui n'a pas d'enfant n'en est pas moins une. Ça peut arriver que vous ayez des enfants. Ça peut arriver que vous n'en ayez pas. Et ce n'est pas parce que vous avez été une femme volage par le passé que cela va arriver. Il y a tellement de paramètres qui font qu'une femme peut avoir un enfant ou qu'elle ne peut pas en avoir. Ce n'est pas toujours de la faute d'une femme. Ouais. Ça, c'est bien de l'expliquer. Dédramatisons dans la moitié des cas, c'est même les hommes. Évidemment. Mais souvent, c'est les hommes. Souvent, dans la moitié des cas, ce sont les hommes évidemment. qui ne procréent pas. Ouais. Et mais surtout, on accuse la femme. La compatibilité aussi, hein, parce que souvent, on se lance comme ça là-dedans. C'est un autre débat, ça. Lamine, ces aspects de compatibilité, aujourd'hui, la science nous conduit aujourd'hui à une démarche bien prescrite aujourd'hui à faire. Mais au-delà de ça... Il y a la FIV. Au-delà de cela, il y a la FIV. C'est compliqué. Même en Tunisie, oui, mais ça fonctionne. Permets, Mara, ce que je veux rajouter. La Tunisie, c'est cher. Pour en arriver là, il faut y croire. La Tunisie. Ici, quand un couple ne fait pas le Maroc, partout. Mais c'est là que je veux en venir. Je veux en venir. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des hommes, nous sommes mariés. Docteur Moro, vous vous rappelez, Moro Sidibé, le premier cas en Guinée? Ouais, il finit. Bon, voilà. Ouais. Alors, nous sommes tous des hommes, nous sommes mariés. Mais honnêtement, entre nous, hommes ici, combien d'entre nous, nous donnons la peine d'aller faire les examens que les femmes font? Prénuptiaux. Non, je ne parle pas des examens prénuptiaux. Quand un enfant ne vient pas, combien d'entre nous nous prêtons à cet exercice-là? Ben, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Bah ouais. Et quand la femme n'a pas, on dit oh, c'est elle. Ouais. Le problème, c'est la femme. C'est vrai. Ça, c'est une première chose. Mais il y a un autre aspect sociologique grave qu'il va falloir aider à déconstruire. Lamine, ce n'est pas l'enfant qui fait le mariage. C'est pas l'enfant qui fait le foyer. C'est l'homme et la femme qui se sont promis fidélité, amour et tout le reste. C'est eux qui font le foyer. Ouais. Bon, maintenant à côté, il y aura le père. Et puis il y aura la mère. C'est surtout du côté des hommes. C'est dans nos familles qu'il y a ça. Le père et la mère viennent, ils te disent ah, Zachary, ça fait longtemps. Hein. Moi, ça fait 1 an qu'on n'a pas encore d'enfant. Ils vont venir, ils vont dire hey, Zachary, c'est psychologique, qu'est-ce qui était normal? Femme là, et qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. On va commencer à me dire ça. Et écoute, Zachary, nous, on ne mange pas sa beauté. Hein. On veut voir nos petits-fils. On veut voir nos petits-enfants. Je veux voir... Et moi, je ressemble à ma mère. Ma mère, elle va dire, je veux voir mon visage. C'est là-bas que ça va commencer. Petit à petit, le foyer se détériore. Petit à petit, la cohésion se détériore. Elle se creuse. Et puis, on commence à indexer la femme. Partout où elle passe. Elle a même honte désormais de sortir. Vous allez voir des femmes qui ne vont pas à des baptêmes. J'en connais.
elles ne vont pas à des baptêmes, elles ne vont pas à des cérémonies de mariage. Parce que quand elles y vont, on les regarde. Et toi... On ne peut pas que les regarder. Oui, mais on parle. Il y a cette pratique traditionnelle, par exemple dans notre communauté. Après le baptême, on te prend, on te fait tomber dans le sang où on a égorgé, comment on appelle? Eh bien voilà. La chèvre, on te trempe de sang, on te salit pour que la prochaine fois tu puisses faire... Oui, mais les paroles, Djadja, les paroles qui vont accompagner même. Et vous dormez trop, hein? Arrêtez de dormir, travaillez un peu, donnez-nous des trucs. Ça se passe de Ça serait bien que tu rejoignes l'équipe à 20h. Mais Lamine, vous savez, moi j'écoute ça. Ouais. J'écoute ça. Bien. Et une dame qui... Vous n'imaginez pas le calvaire d'une dame qui n'est pas en train de concevoir ce qu'elle entend au quotidien. L'effort de l'époux à la maison pour lui dire non. C'est pas ta c'est faute. Dieu qui décide. Ouais. Même quand vous êtes en compatibilité. Ouais. C'est le plus gros miracle de la vie, ça. Ouais. C'est Dieu qui dit, vous allez en avoir. Combien de gens dans notre église à qui on a dit, vous ne pourrez pas avoir d'enfant? Par la prière, Dieu a donné un enfant. Évidemment. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ouais. Maintenant, on met les gens dans une telle situation et puis on se dit, je n'excuse pas la colonelle. Il faut que devant la loi, elle puisse répondre. Si elle est coupable, ça se sait. Mais imaginez que, et elle n'est pas la seule, qu'une mère dise, pour sauver le mariage de ma fille, il faut que j'aille, il faut qu'on lui trouve un moyen. C'est dans ça que les marabouts, là, ils vont violer les dames dans leur... Imaginez les maladies qu'on donne à nos... Il y a tellement de problèmes dans ça. C'est dans ça qu'il y a des navantas. Ouais. Il faut que ça change. Il faut que nos mentalités évoluent. Il faut que nos mentalités évoluent. S'il y a un enfant, bénissons le ciel. Bien. S'il n'y a pas d'enfant, bénissons le ciel. Voilà. Au lieu de faire ça, allez dans un orphelinat. Bien. Il y a des enfants qui sont là, ils ne cherchent qu'un parent. Bien. Allez-y prendre. Bien. Mais priver une mère de Bien. son bonheur de cette façon-là. Bien. Voilà. En plus, Zachary, t'as duré hein, quand même. Hein. Ça fait un an de mariage. Oui, mais hein. tu sais- Allez, on revient à 11h. Événement. Oui, merci à vous qui nous rejoignez. Évidemment, merci à Antoine Kourouma qui nous suit du côté de la Belgique. Aujourd'hui, chez les Grandes Gueules, on s'intéresse à l'actualité. Il continue donc d'occuper l'actualité guinéenne ces derniers temps, il faut le rappeler. En tout cas, en difficulté à l'étranger, ces Guinéens, rien qu'en une semaine, tour à tour, ce sont ceux du Maroc et du Sénégal qui ont cristallisé donc les attentions. Les premiers se sont fait voir à dénoncer donc la passivité des autorités guinéennes, fatale à un compatriote. Quant à Dakar, plusieurs dizaines de Guinéens donc ont été renvoyés vers Conakry. Ils évoquent une expulsion arbitraire, mais oui, je le dis que de leur côté, en tout cas, les autorités guinéennes font le lien avec les dernières violences survenues donc au pays de la Teranga. On en parle ce matin, mesdames et messieurs, dans un quart d'heure avec Kabele Souma, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis donc à l'étranger. On va continuer le débat. Ma grande, Moussa Yoruba, voilà, on a écouté cette enquête de Mohamed Mara. Ça a dormir debout hein, quand beaucoup d'auditeurs se sont prononcés à dire que ce n'est pas un fait nouveau, mais sauf que ce qu'on a vu ce matin, c'est digne d'un film. On a reçu ici dans ce studio qui disait être en travail du côté de Matoto, qui a été recueilli par une autre, qui l'a conduite quelque part pour un endroit inconnu. On l'a droguée et puis elle s'est réveillée. Elle savait qu'elle a mis au monde un enfant, mais elle n'a jamais vu cet enfant. Elle n'a jamais pu voir cet enfant. Maintenant, il fallait mener des enquêtes pour savoir, je ne sais pas aujourd'hui à quel niveau se trouvent les autorités de police et de gendarmerie par rapport à ce dossier-là, mais ce n'est pas une première. Et c'est des cas qui existent. Vous avez des gens qui sont carrément dans la vente comment on appelle ça? La traite des personnes. C'est ça. C'est le trafic, la traite des personnes. Des êtres humains, ils vendent une personne comme si c'était une marchandise. Ils enlèvent des bébés qui peuvent passer à d'autres personnes moyennant de gros montants. Comme ce cas, pour ce $300. cas-là, ce serait bien qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Pour le cas de la dame, la dame peut se murer dans le silence, mais les enquêtes révéleront ce qui s'est réellement passé. Depuis combien de temps elle est dans la pratique, si elle trempe dedans depuis plusieurs années déjà. Pourquoi le fait-elle? Pour quel but? Pour quelle fin? On suppose que si elle a pu donner $300, c'est justement pour s'enrichir. Mais de 1 à 2 enfants, il faudrait qu'on nous dise réellement ce qui s'est passé. Et en même temps, les enfants aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est une banalité. Mara parlait du cas de la fillette qui a été prise dans un village, qui s'est retrouvée avec une dame, qui l'a battue à mort finalement. Elle l'a envoyée, sachant que la petite était pratiquement mourante, elle l'a envoyée dans une clinique.
Elle dit simplement au médecin de faire une perfusion à la petite. Il a fallu que les médecins lui disent, mais c'est pas à vous de dire ce qu'on doit faire. C'est pour vous dire que nous sommes au mois de juin, c'est le mois de l'enfance. Mais il y a tellement de choses que subissent les enfants, les bébés à travers le monde. Et c'est une réalité que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui. Ce qui fait qu'il faut mettre du sérieux dans cette enquête pour qu'on sache effectivement ce qui s'est passé. Parce que vous avez, comme Tamba a révélé un pan de notre société qui fait que généralement les gens peuvent se lancer dans cette pratique. Vous avez des femmes qui comment on appelle, simulent de fausses grossesses. Pendant 9 mois, elle met des habits, elle fait des choses pour dire qu'elle est enceinte alors qu'elle ne l'est pas, tout en s'attendant à négocier à avoir un enfant quelque part. Ça peut être un enfant volé, un enfant acheté quelque part. Ça, c'est le regard de la société qui fait ça. Mais en même temps, il faudrait comme il a dit, qu'on réussisse vraiment à sortir de cette situation, qu'on se dise qu'un enfant, c'est Dieu qui nous donne. Si on ne l'a pas, c'est que Dieu n'a pas voulu que nous l'ayons. Je leur ai parlé de 2 cas que moi, j'ai vécu. Une femme qui a vécu 10 ans dans un mariage, qui a été insultée, chassée finalement. Elle a divorcé de ce mariage, elle s'est remariée. La même année, elle a conçu. Le baptême s'est fait, je pense, il n'y a pas moins de 3 mois. Elle a eu son enfant. J'ai une cousine qui a épousé un monsieur, ils ont vécu ensemble. Il a fallu que ce dernier décède. Qu'elle se remarie, qu'elle fasse son enfant. Donc il y a des cas comme ça qui arrivent. Une question de compatibilité, une question de traitement. Dans nos sociétés, il y a des hommes qui pensent que c'est pas de leur faute, ils ne doivent pas aller à l'hôpital. Ils ne doivent pas aller faire des examens. Parce que vous savez qu'il peut arriver à un moment donné dans un couple que le couple se traite. Ça peut être dû à des infections, même de simples infections. Il y a des hommes qui se disent, bon, va te traiter, moi je ne peux pas faire ça. Alors que c'est le couple. Le couple, c'est quelque chose. C'est très important. Allez-y, Daouda, pour clore ce dossier complément. Pour clore, il faut aussi interpeller les hommes, les messieurs, parce que quand j'ai écouté hier le père de cet enfant, M. Keita, c'est que même pour envoyer sa femme, quand le travail a commencé, même pour envoyer sa femme à l'hôpital, la dame lui dit de rester. La dame lui dit de rester. Non, reste, j'appelle mon chauffeur, il va nous accompagner. Alors ça aussi, c'est notre société, tu le sais. Alors comme pour on dit à une tante d'y aller, à une soeur de l'accompagner. Non, malheureusement. C'est que lui, il est chauffeur. J'ai parlé avec le monsieur, il est chauffeur. Mais quand sa femme a commencé le travail, il a appelé sa tante qui ne répondait pas. Il a appelé la dame lui dit, bon d'accord, je vais appeler mon chauffeur pour qu'il vienne m'accompagner avec ta femme. Elle aurait dit simplement, prends ma voiture, on y va. Mais puisque c'est un plan qu'elle avait organisé depuis, et le monsieur aussi est resté. Le monsieur n'est pas allé. La dame n'a pas voulu que le monsieur assiste à l'accouchement. Et il est resté. Et 13h, ce qu'ils me disent, 13h, il appelle la dame. La dame lui dit, non, oui, bientôt, ça se passe bien. Bientôt, ça va finir. Et les deux ne sont retournés à la maison qu'entre 21h et 23h. Entre 21h et 23h, c'est à ce moment que les deux sont rentrés à la maison. Quand elle a même appelé, quand il a appelé dans la nuit également, la dame lui dit, non, nous ne sommes plus loin de la maison, nous arrivons. Ils arrivent, la dame l'approche pour lui dire, elle froisse d'abord les yeux. Puisque pour dire qu'il y a un... C'est une comédienne en fait. Voilà. Elle froisse les yeux, elle approche le monsieur. Est-ce que je peux dire à ta femme ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. La femme, le monsieur dit, oui, mais dis-moi d'abord, c'est moi l'homme. Et après, on va lui le dire. Elle dit, l'enfant n'est pas resté. L'enfant est décédé. Et très tôt le matin, et puisque c'est elle qui a reçu l'enfant tout, elle quitte la maison, elle va à Koya. Les parents du jeune viennent maintenant pour savoir ce qui s'est passé tout. Elle est partie à Koya. Elle dit au monsieur que c'est son jeune frère qui vit à l'Occident qui est venu, qu'elle a acheté un domaine pour ce dernier à Koya, donc elle allait lui montrer le domaine. Entre-temps, le monsieur dit, mais mes parents sont venus, ils veulent avoir l'enfant pour qu'on l'enterre. Ah, mais un bébé comme ça, comment tu peux demander l'enterrement d'un bébé comme ça? Incroyable. Elle vient après. On lui demande, elle dit non, que comme l'enfant est mort-né, donc elle a laissé au docteur. Une autre pression, elle dit non, bon, on a jeté l'enfant. C'est pas possible. Oui, elle a dit aux enquêteurs qu'elle a jeté l'enfant dans jeté l'enfant, entre-temps, pression, elle dit non, qu'elle a mis l'enfant dans une poubelle. Les grandes poubelles là.
Vous voyez un peu, le monsieur, je crois, il peut avoir un peu joué contre lui-même en n'ayant pas forcé à aller accompagner sa femme à l'accouchement. Et rester encore jusque la nuit pour avoir les dernières infos. Vous ne pouvez pas faire porter une grossesse à une femme. 9 mois. Et l'accouchement arrive, vous restez à distance. Moi, je me dis, il devait être là. Parce que ce qui est arrivé, s'il était là, s'il était même dans la cour de cet hôpital, ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Le même scénario se passe aujourd'hui du côté de Beila, où la femme est encore condamnée à 3 ans de prison. C'est la même situation. Comme pour dire aujourd'hui, il faut être vigilant. Lorsque vous avez une épouse, difficile aujourd'hui, il y en a qui passent des nuits sans dormir pour avoir des enfants. Priez. Lorsque vous avez cette chance, soyez vigilant. Pour éviter de tels trucs. Voilà, allez-y. Lamine, tu me permets juste de soulever cette interrogation. Cette receleuse, s'il faut l'appeler comme ça, il avait déjà un premier bébé. Vous avez vu les photos dans le groupe. C'est peut-être un an ou moins d'un an. Il y aura peut-être pour m'aider. Mais là, elle a un deuxième bébé. Et le monsieur quand même dit à la police que lui, il ne savait pas que ses enfants sont volés. Parce que sa femme lui a dit qu'elle était enceinte. C'est quand même bizarre. C'est très bizarre. Une femme avec qui... En l'espace d'un an. Une année d'intervalle. Même pas pas ça. Comment est-ce qu'une femme peut être enceinte? Vous vivez sous le même toit. Et quand les policiers nous disent que lorsque ils ont poussé les choses un peu, on lui demandait comment est-ce possible? Il dit non, c'est que dès qu'elle s'est sentie enceinte, elle m'a dit que le médecin lui aurait demandé de ne plus aller avec moi, donc je ne peux plus la toucher. D'accord, admettons que tout ça soit vrai. Mais une épouse avec laquelle vous êtes, pendant 9 mois, vous n'avez pas vu son corps se métamorphoser. Vous avez dû voir l'image du couple. Ils ne sont pas jeunes. Ils ne sont pas jeunes. C'est pourquoi les 36 ans de la dame, de Mme Aminata, je les ai remis en doute. C'est flagrant. Elle n'a pas 36 ans. Ça, c'est une dame qui est, à défaut d'être ménopausée, mais elle y est très proche. Ça, c'est des blabla. Alors, je ne peux pas comprendre qu'avec 2 enfants, que ce monsieur dise que lui n'a pas su que sa femme n'était pas enceinte. Ça, c'est encore une fois à la police de pousser les choses loin, qu'on comprenne. Parce que, rappelez-vous, Yero a rappelé le cas de cette fille qui était venue ici. Des grandes dames qui se promènent parfois dans des véhicules ou qui appellent dans des voisinages qui disent ouais, cette grossesse-là, c'est mon enfant, ainsi de suite. On vous le dit, mais vous avez l'impression que c'est le même modus operandi. Il faut chercher aujourd'hui à comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas un réseau dans nos maternités? Deuxièmement, il faut faire attention à la moralité maintenant des sages-femmes et des personnels des maternités. Parce que tout se passe là. Je pense... Des bébés qu'on déclare morts, qui sont vivants quelque part, ou des échanges de bébés, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Malheureusement, les tares de notre société ne reculent pas, ne font que se gangréner. Je pense qu'on doit faire attention au personnel, au recrutement des personnels dans ces milieux-là. Et comment comprendre qu'une femme en couche, une sage-femme ne la pousse pas à aller vers l'hôpital urgemment, mais qu'elle dise non, venez à mon domicile, vous allez accoucher ici. Je ne comprends pas ça. Bien. Mohamed Mara, allez-y pour clore, mon cher Tamba. Je pense que nous décrivons depuis le début dans cette situation ce qu'on pourrait appeler peut-être vaguement, mais avec tout le sens que cela comporte, le destin de femme en Guinée. C'est vraiment ça le destin de la femme en Guinée. Elle naît, éduquée comme ça, elle va trouver son mari, le monsieur il fout rien, il dort, la dame se réveille au petit matin, nettoie la maison, les bols, lui fait à manger, il mange. Elle sort et prend son petit bol et met de l'eau glacée dedans ou des fruits, elle va en bordure de route les revendre. Je parle de cette histoire, de cette expérience-là, parce qu'il y a quelques jours, et ça m'arrive souvent, de rencontrer des femmes. J'ai vu une dame la dernière fois ici, Lamine, sur le terre-plein. Je ne suis pas médecin, mais je pense que sa grossesse-là, c'était 8 mois. Elle ne tenait même pas. Elles sont nombreuses. Dans les embouteillages, des femmes en état de famille, quelquefois des femmes, certaines sont nourrices. Tu vois le bébé pleurer et qui vendent comme ça. Et si tu vérifies bien, le mari là, c'est le modèle de mari là.
C'est de ça qu'on parle comme ça. Ouais, c'est bien dit. Au café, en train de bavarder toute la journée. Je rappelle en fait qu'il y a un enseignement clair qui sort de ce qu'on a vécu. Faire un enfant est un acte de responsabilité. Comment s'appelle son mari? Yaya. Yaya, ben voilà, ça m'étonne pas. Mais il doit venir de Bokeh. Ça m'étonne pas. Ouais. Il est Keita, mais de Bokeh. Alors, non, mais souvent parce que c'est des maris. Moi, je sais que du côté de chez nous, dans le Basse-Côte et tout ça, c'est les Yaya, c'est les Seydouba, entre autres, tout ça. On est tellement le Mamadouba, on est tellement fainéants que c'est pas possible. Allez, vous restez avec nous. Cette phrase. Oui. Cette phrase. Non, mais c'est important en bas de faire un focus sur ça. J'ai suivi un reportage sur le fait que les maris n'aiment pas accompagner les femmes pour l'accouchement. Il y a plein de maris qui pensent que c'est une histoire de femmes. Pourtant, vous avez commencé l'affaire là ensemble. C'est ce que je dis. Ne pas terminer c'est ce que je dis. C'est un acte. C'est pourquoi je dis faire un enfant est un acte de responsabilité. Au-delà du fait que ça reste une bénédiction de Dieu. C'est lui qui va donner. C'est lui qui ne va pas donner, mais c'est vraiment une décision souveraine de Dieu. Mais Lamine, quand c'est un acte de responsabilité, vous allez aux examens ensemble. Tu l'accompagnes là-bas à l'hôpital voir le médecin. Ensemble. Puisque ensemble, vous allez suivre ce parcours. Et maintenant qu'il y a trop de voleurs partout, même dans les hôpitaux, si tu refuses d'accompagner ta femme, au moment où elle est le plus fragile du monde, si le bébé se perd là-bas, tu vas dire quoi? Très bonne question. Il faut prendre mais ce n'est même pas d'abord pour ça. Ce n'est même pas pour ça. Donner la vie, c'est la plus merveilleuse des aventures. Évidemment. C'est la plus merveilleuse des aventures. Ça coûte quoi à un homme, très honnêtement, d'assister à chaque rendez-vous de ta femme? C'est pas 20 fois le mois. Généralement, c'est une seule fois. Ça coûte quoi, toi-même, d'aller avec elle? Et de savoir, parce que ça vous permet. Il y a beaucoup de grossesses qui se terminent parfois par des césariennes ou par des morts-nés, parce que souvent, l'homme n'était pas là pour suivre. Généralement, quand il y a des incidents qui peuvent arriver, survenir, les médecins, ils vous disent tout de suite à l'avance, il y a tel et tel problème, ça vous permet de réfléchir. Parfois même, il y a des hommes qui vont jusqu'à programmer, comme on appelle la césarienne, pour éviter des complications à leurs épouses. Mais ça se fait lorsque vous êtes présent. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Le monsieur, il est assis à la maison, les gens boivent au café, il est en train de raconter l'histoire de son grand-père. La pauvre se débrouille avec les sœurs ou les tantes à la maternité. Et aussi, parfois même à la maternité, cette mentalité-là perdure. Vous arrivez avec votre bébé et votre femme, on vous dit non, qu'elle te donne un ramemousso mon bécoui. Ça, c'est pas avec moi. Non, ça ne fonctionne pas avec moi. Pourquoi l'homme n'y entrerait pas, c'est sa femme? Bien sûr que oui. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre ce qu'il y a de bon chez les autres. Non, c'est important. Peut-être l'homme qui n'a pas accouché à l'accouchement. Le moment-là, c'est le plus important. C'est le plus important après le jour de son mariage. Mais c'est le plus important pour ta femme. Tu peux y ça, c'est notre débat. C'est ton droit d'y être. Ce n'est pas la Tamba. Pour l'instant, tu n'es pas papa, tu n'as pas droit à la parole. Voilà. Allez, on continue.